Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir à ce troisième séminaire solidaire, la littérature contre la guerre. Je suis Alexis Nousselovitch, professeur de littérature générale et comparée à l'UFR Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines d'Aix-Marseille Université et vice-doyen chargé de la recherche dans cette même UFR. La littérature contre la guerre parce que la guerre, depuis un mois et demi, fait partie de notre horizon politique, de notre horizon mental, de notre horizon sensible. La guerre est là, la guerre est en Ukraine, la guerre est en Europe. L'Europe est sollicitée par cette guerre, interpellée par cette guerre pour des raisons territoriales, pour des raisons géopolitiques, mais aussi pour des raisons qui ont trait aux valeurs sur lesquelles est fondée la culture européenne, des valeurs de tolérance, de démocratie, de solidarité. La littérature contre la guerre, c'est aussi une question: que peut la littérature contre la guerre? La littérature est familière du phénomène de la guerre, depuis Homère jusqu'à Tolstoï, et après, le XXe siècle n'a pas manqué de s'interroger au travers de ses écrivains sur le phénomène de la guerre. La littérature peut peut-être nous permettre de nous approcher de la guerre. Et la littérature, dans la mesure où elle est à la fois branchée sur les réalités, mais dans un certain écart par rapport à la littérature, à la réalité, c'est une conversation que j'avais il y a quelques instants avec Emmanuel Kurt, le magicien de la technique qui nous permet ces enregistrements et auxquels j'en profite pour rendre hommage. La littérature permet peut-être de créer un semblant de dialogue là où le dialogue direct n'est pas possible. J'ai deux invités aujourd'hui, je tiens à les remercier de leur participation. Béatrice Gonzalez-Vangel, docteur et agrégée en lettres germaniques, et Ève Fourmont-Giustiniani du département d'études espagnoles de notre UFR, qui vont traiter de deux périodes historiques de la littérature européenne, de deux écrivains, et comme nous en avons l'habitude, après leurs interventions, eh bien, nous engagerons une discussion. Un mois et demi de guerre en Ukraine, et pourtant cette guerre n'est pas la même. Avec les révélations récentes sur les massacres de Boutcha et ailleurs, avec ce que d'aucuns n'hésitent pas à nommer un phénomène génocidaire, la guerre prend un autre visage. La guerre a de multiples visages. Et je pense que, tenant ce séminaire hebdomadaire, nous sommes obligés de réfléchir sur ces différents visages. D'une certaine manière, le choix des deux auteurs, des deux textes qui avaient été sélectionnés pour le séminaire d'aujourd'hui, a anticipé ce degré supplémentaire d'horreur que représentent les massacres dont on n'a pu que constater la réalité. Nous avons adopté un ordre chronologique, commençant par le XVIIe siècle allemand. Je laisse la parole à Béatrice Gonzalez-Vangel. Vous avez la parole. Bonjour, merci pour cette invitation. Je vais commencer par évoquer un des poètes peut-être les plus connus de la langue allemande, qui est Stefan Georg, qui en 1914 ne prend pas la parole et n'écrit rien sur la guerre. Il attend 1917 et prend la plume pour écrire un poème qui est peut-être le plus connu sur ce thème. Donc, il parle d'un incendie, il parle de la terre qui tremble et des soldats qui se cherchent et se serrent les uns contre les autres. Et de même, dans la partie
dans la patrie morcelée, les ennemis s'unissent au cri de la guerre, un esprit de solidarité inconnue souffla. Fin de citation. Le jeu lyrique chez Stéphane Georg se place dans la perspective des soldats et c'est pour ça que j'ai renoncé, donc après avoir entendu nos deux intervenantes d'Ukraine, Oksana Shostak et Olga Gold, ces 2 dernières semaines, j'ai renoncé à étudier ce poème parce qu'il se place résolument du côté des soldats. Et les témoignages des Ukrainiens qui viennent en France nous disent qu'il s'agit d'une souffrance d'une patrie, d'une identité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi donc un autre poète allemand qui est Andreas Gryphius, qui est né en 1616 et mort en 1664 et qui est né à Golgau dans la région de Silésie, qui était à l'époque le cœur de la culture allemande et qui est aujourd'hui situé en Europe, en Pologne, pardon. Il va écrire les premiers poèmes de langue allemande selon des théories et des pratiques qui ont été élaborées dès 1624 par Martin Opitz. C'est donc pour son époque un poète à la fois ancré dans la tradition luthérienne et également très courageux puisqu'il va contribuer à promouvoir une nouvelle langue allemande dans le concert des langues européennes. Et cet aspect me semblait intéressant. Il s'agit aussi pour lui de défendre une identité protestante. Et le parallèle me semble intéressant car l'identité linguistique doit être défendue en même temps qu'une identité confessionnelle. On sait que Poutine va installer des grands prêtres orthodoxes de la tradition russe et non pas ukrainienne. Donc ces deux parallèles me semblaient intéressant. Je reviens à Gryphius, qui est né donc à Golgau à l'aube du XVIIe siècle, et cela le plaçait dans un champ de tensions confessionnelles et politiques. En 1618, la guerre de 30 ans éclata suite à une querelle entre princes allemands, catholiques et protestants. Et cette guerre va prendre une ampleur européenne, nouveau parallèle que j'ai pu faire, causant la mort de millions de personnes. Donc, ce poème, c'est le poème le plus connu de Gryphius, qui est dédié à cette tragédie. Il s'appelle Tränen des Vaterlandes, écrit en 1636, Les pleurs de la patrie. Alors, je voudrais vous montrer le texte. Donc, voilà, ça c'est le texte en allemand que je vais vous lire. Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verehret. Der frechen Völkerschar, die rasende Posaun, das von Blut fette Schwert, die donnernde Kartaun, hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat ausgezehrt. Die Türme stehen in Glut. Die Kirche ist umgekehrt, das Rathaus liegt im Graus, die Starken sind zerhauen. Die Jungfern sind geschändet und wohin nur schauen, ist Feuer, Pest und Tod, der Herz und Geist durchfährt. Hier durch die Schanz und Stadt rinnt allzeit frisches Blut. 3-mal sind schon 6 Jahre, als unser Ströme Flut, von Leichen fast verstopft, sich langsam fortgedrungen. Doch schweige ich noch von dem, was ärger als der Tod, was grimmer den als die Pest und Glut und Hungersnot, dass auch der Seelenschatz so vielen abgezwungen. Donc ça, c'est la traduction. Les pleurs de la patrie, désormais nous sommes plus que dévastés, le troupeau des peuples insolents, la fureur de la trompette, l'épée grasse de sang, le canon tonitruant ont dévoré les fruits du travail et de la sueur. Clochers en flammes, églises renversées, la mairie en ruine,
les braves en pièces, filles violées, où que l'on regarde, feu, peste et mort hantent cœur et esprit. Le sang fraîchement versé inonde villes et remparts. Depuis 3 fois 6 ans, l'eau de nos rivières est obstruée par les cadavres qui en descendent le cours. Et je ne parle pas de ce qui est plus grave encore que la mort, plus grave que la peste, la braise et la famine, un trésor volé aux âmes. Donc voilà ce poème. Au-delà de l'anachronisme, on voit la brutalité d'une invasion qui fait apparaître la négation de l'identité, ici l'identité germano-luthérienne, au temps de Gropius. Et la langue est le vecteur de cette identité religieuse et nationale. Le poème est écrit donc en 1636, donc sous le feu de l'ennemi au milieu de la guerre. Cela fait que cette immédiateté, on peut se poser la question, est-ce qu'elle permet de saisir l'émotion fugace de l'instant en figeant le sentiment d'horreur devant la destruction et la mort? Le poème, par son rythme et sa brièveté, est-il le témoin de l'insaisissable? Le séminaire de la semaine dernière se posait la question de la capacité respective du roman et de la poésie à parler de la guerre. Cette interrogation s'articulait de la manière suivante. La poésie serait-elle davantage l'expression du pathos? Le risque de la poésie au plus près du sentiment est-il d'être happé par le sentiment? Gropius ne court pas ce risque car il choisit une forme extrêmement codifiée qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, démultiplie la puissance de ses vers. Grâce à la rigidité de la forme, le jeu lyrique instaure une distance nécessaire à l'expression. Donc, l'étude des pronoms va le montrer. Le poète ne tente pas de faire de son poème le vecteur de sa subjectivité. Ce poète a été considéré par un critique comme marqué du signe de la poétique de la déploration, de la plainte. Cette remarque nous permet, peut nous amener plus loin dans l'analyse du rapport de la poésie à la guerre. Le concept de la poétique de la déploration permet de voir une filiation artistique entre la mélancolia de Dürer. La plainte est ainsi autre que l'expression de la douleur, du deuil et de la lamentation. Sous l'influence du néo-stoïcisme, dans le poème de Gropius, le monde apparaît comme une scène de théâtre ou d'une table de jeu d'échecs. Même si le poète ne s'exclut pas de l'événement, on sait, sa biographie nous le dit, il a été personnellement touché par la guerre, il a été contraint à l'exil pendant de longues années, il contemple l'être humain aux prises avec le temps et avec son destin, afin de considérer la situation des êtres humains comme conditio humana. Par des moyens rhétoriques, exclamations, inversions et mise en valeur, richesse des images, l'antithèse, le crescendo, le lecteur est interpellé directement. La force du poème résonne encore aujourd'hui et à mes yeux, il en garde une valeur universelle. Chez Gropius, à l'aube du luthéranisme, le poète silésien voyait la vie sur terre comme un passage par l'enfer et ne croyait pas en la théodicée. Ainsi, l'être humain se devait de vivre dans l'humilité et la foi en attendant la rédemption. La postmodernité nous a dérobé à de nombreux d'entre nous la foi en un au-delà, pas de sauveur ni de résurrection. La poésie écrite comme un cri invite à réfléchir au vers des poètes comme un écho à l'inscription sur le fronton du musée des blindés de Münster. Je voudrais vous montrer ça sur... Voilà, donc ça c'est donc le musée des blindés de la ville de Münster, où apparaît en dessous une citation empruntée à Walter Benjamin: Wer aber den Frieden will,
Der redet vom Krieg. Walter Benjamin, grand commentateur de l'art baroque de Andreas Gropius, sa citation est affichée pour appeler au peuple allemand la valeur suprême de la paix. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé. Une précision, la traduction de la phrase de Walter Benjamin. Donc, wer aber den Frieden will, mais celui qui veut la paix, parle de la guerre. Merci beaucoup pour cette précision. Saut que nous permet l'histoire de la littérature, un saut de 3 siècles au cœur du XXe siècle, avec un auteur qui a été contemporain, témoin et acteur dans ce conflit qui est encore présent dans nos mémoires, lié à la guerre d'Espagne. Ève Fourmont-Justiniani, je vous passe la parole. Eh bien, merci beaucoup. Merci de m'inviter à parler pour ce séminaire solidaire. Alors, pour ma part, malheureusement, j'ai pas pu assister au précédent je me baserai exclusivement sur la littérature, à savoir vraiment le premier texte auquel j'ai pensé lorsque j'ai été invitée à parler sur ce thème de guerre et littérature. Un auteur donc sur lequel je suis amenée à travailler, entre autres, de l'exil républicain espagnol de 1939, qui a donc fait suite à la guerre civile et à la victoire franquiste en 1939. Donc cet exil dont on a commémoré les 80 ans tout récemment, en 2019, est maintenant un peu mieux connu, mais ça a été longtemps, notamment en France, une histoire tue en raison de la façon dont la France a accueilli ces réfugiés qui ont dû fuir leur pays pour près d'un demi-million d'entre eux, à pied, en bateau, avec notamment la fuite vers la France à travers les Pyrénées, qu'on connaît comme la retirada, la retraite. Et grand nombre d'entre eux ont été envoyés ensuite dans des camps de concentration, littéralement les premiers inaugurés en France à l'hiver 1939. Et dans lesquels cet écrivain dont je voulais parler aujourd'hui, qui s'appelle Max Aub, a séjourné, sur lesquels il a écrit, dont il est arrivé à s'échapper pour fuir vers le Mexique en 1942. Donc, il a vraiment vécu toute cette expérience de la guerre incarcéré, après un passé à la fois littéraire et militant et engagé. Et il a poursuivi une carrière dans l'exil qui est absolument monumentale. Il est mort en 1972 et il est très injustement méconnu, non seulement en France, mais également encore dans une large mesure en Espagne. Donc c'est pourtant son témoignage, toujours fictionnalisé, avec justement une prise de distance, et c'est quelque chose qui m'a attiré l'attention dans ce que vient de dire ma collègue. C'est disons la question de la façon dont relater ces expériences qui ont été, donc dans son cas, vécues à la première personne, et de relater pour témoigner, et puis aussi pour tenter de comprendre, mettre à distance, et de là peut-être effectivement la tentative d'instaurer ce dialogue dont Alexis Nussolovici parlait, là où il n'est pas possible. Et je ne sais pas si réellement ce dialogue finalement entre les exilés républicains de 1939 et l'Espagne, qui a subi 40 ans de dictature, a jamais été possible. Voilà. Donc dans mes travaux, moi je m'interroge justement sur le rapatriement de ces personnes et la patrimonialisation de cette culture. Donc ce texte dont je voudrais parler, il s'appelle Manuscrito Cuervo. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Est-ce que je passe en mode diaporama peut-être? Donc il s'appelle le manuscrit Corbeau. Il a été traduit tout récemment en français, publié à Genève en 2019. Il est déjà épuisé. Et il le relate de façon vraiment très particulière, l'expérience vécue par Aub. Alors attendez, parce que
voilà, dans notamment le camp du Vernet d'Ariège, qui est l'un des camps par lesquels il est passé, principalement, puisque quand il a fui la France, il a été dénoncé. Alors, il avait réussi à vivoter à Paris. Il a été dénoncé à l'ambassade. Au consulat officieux franquiste à Paris pour être juif et communiste, ce qui était donc doublement faux. En tout cas, il n'était pas communiste déclaré. Et il a été du coup dénoncé aux autorités françaises, envoyé au Vernet. Il a réussi à s'en sortir. Il est passé par Marseille. Il a fui à Nice. Il a été capturé de nouveau, renvoyé au Vernet. Il a été transféré dans un des camps très peu connus encore, mais pourtant nombreux, que la France avait en Algérie. Donc, il était concrètement au camp de Djelfa, dont il a réussi là aussi à sortir, à nouveau grâce à l'intervention du consul du Mexique à Marseille, et où il a donc une expérience à la fois carcérale et aussi littéraire, puisque là, vous voyez un extrait des poésies qu'il pouvait écrire de façon un petit peu clandestine dans ce camp. Donc, il n'a jamais cessé d'écrire, il n'a jamais cessé de s'adresser aux Espagnols, même si il a finalement pris la nationalité mexicaine, comme le gouvernement mexicain l'a généreusement offerte, lui, à tous les réfugiés espagnols. Donc, cette expérience des camps, elle est relatée, des camps de la guerre, elle est relatée dans un cycle de romans. Ici, il y a quelques titres pour montrer quand même l'ampleur de l'œuvre de cet écrivain. Donc, tous l'avant-guerre, la guerre, la retirada, les camps, etc., sont fictionnalisés dans ce cycle qui s'appelle Le Labyrinthe magique. Et il a également, on va dire, fictionnalisé sa vision de l'Espagne en flirtant parfois avec l'Uchronie, comme dans la véritable histoire de la mort de Franco, avec le personnage apocryphe. Il a inventé notamment un personnage de peintre à l'existence duquel beaucoup de spécialistes ont cru, avec une fausse biographie. Bref, ce jeu sur la réalité et la fiction, c'est-à-dire la façon de mettre à distance ce témoignage trop cru d'une réalité trop brute, c'est vraiment l'un des axes fondateurs de l'œuvre de Max Aub. Je ne sais pas combien de temps il me reste, depuis combien de temps je parle, du coup, je ne me suis pas chronométrée. Et donc, ce texte, il relate l'histoire du camp, disons, une vision donnée sur le camp du Vernet d'Ariège, concrètement, à travers le regard d'un corbeau savant, donc doté d'intelligence, qu'il croit bien entendu supérieure à celle des humains, et qui explique, comme le ferait un scientifique dans un manuscrit truffé de notes de bas de page et d'incursions qui parodie la littérature philologique. Il relate sa description de ce collectif humain qu'il considère comme une race inférieure et qu'il considère avec la plus grande curiosité, incompréhension, voire dégoût pour ses coutumes qu'il voit à l'œuvre dans le camp d'internement et qu'il extrapole en pensant que c'est la façon dont les humains, en général, établissent leur coexistence. Donc, on a une vision sur les camps qui est vraiment mise à distance avec de multiples couches. Donc déjà, c'est ce procédé de fictionnalisation par le regard du corbeau, donc avec une distanciation qui feint la distanciation scientifique. Il y a ce regard qui est porté à travers une autre espèce animale que la nôtre et qui met en relief un tas d'absurdités des comportements humains. Il y a par exemple des considérations sur la façon dont les hommes travaillent et l'absurdité de ces gestes répétitifs qui n'ont aucun sens pour le corbeau, qui sont assez cocasses, mais c'est surtout en fait la description de l'horreur des camps qui est mise à distance avec ces procédés qui frôlent, qui sont plus sarcastiques que vraiment humoristiques. Et donc, parmi les 56 points que le corbeau passe en revue dans ce manuscrit, on peut par exemple citer celui-ci. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment le temps de le lire également en espagnol et en français, ou si je peux peut-être... il me reste 10 minutes, c'est fantastique.
Donc, on voit par exemple dans ce chapitre sur l'hygiène de la limpieza, la description suivante où en fait le lecteur, au fil du texte, comprend petit à petit qu'on se trouve dans le camp de concentration, mais dans cet extrait notamment, on voit comment le corbeau extrapole ce qu'il voit dans le camp à l'ensemble de l'humanité. Donc, je vous le traduis ou je le lis en espagnol un petit peu. Esas delgadas piernas, esos vientres caídos, estas nalgas chupadas. Ahora comprendo por qué los hombres se visten. No hay mal que por bien no venga. Dígolo por mí, todavía no repuesto del asco. Marchitos, lacios, flacos, sarmentosos, tal como olivos o troncos muertos, con solo el pellejo y los huesos. Tizones, secos como palos, untándose de una sustancia viscosa llamada jabón, cuya espuma de blanca viene a parda y a negruzca, mohosos, orinados, cubiertos de máculas. ¡Qué guarrería! Además, incapaces de obrar con iniciativa. Ahí, como en todo, tienen un uniformado, que les grita: mójense, enjabónense, enjuáguense, séquense, para refrescarles la memoria. Hácenlo todo deprisa y mal. Muchos no alcanzan a seguir la velocidad del rito, protestan en vano. ¿Para qué los cuidarán y guardarán con tanto esmero y lujo de fuerzas? Todavía no alcanzo a comprender la razón de tanto boato y gasto. Me consuelo pensando que no solo yo estoy en este caso. El propio capitán de información dijo hoy al jefe de la barraca 34: el 90% está aquí porque fueron detenidos en un momento de locura. Y como le preguntaba si no había remedio, se alzó de hombros, abrió los brazos y dijo: c'est la guerre, la pagaille. Et donc, on a une petite note de bas de page ici, qui est la quatrième du chapitre et qui reprend un petit dicton espagnol que le corbeau cite. La locura, si buena, no se cura, dicen. Donc, comme s'il recueillait en anthropologue quelques-unes des coutumes des humains qu'il observe. Et donc là, dans cet extrait, il traite du corps des humains et du dégoût qu'il peut éprouver pour ses corps et notamment pour ce vieillissement qu'il observe évidemment de façon accélérée dans le camp, et il décrit ses jambes maigres, ses ventres affaissés, ses fesses décharnées, et comprend de ce fait pourquoi les hommes s'habillent. Donc il les décrit ratatinés, flétris, mous, tels des sarments, des troncs d'olivier ou des troncs morts, la peau sur les os, flétris, secs comme des bâtons. Ils s'enduisent d'une substance visqueuse appelée savon, dont l'écume passe du blanc au brun puis au noirâtre, moisis, compissés, couverts de crasse. Quelle horreur! Et de plus, ils sont incapables d'œuvrer avec initiative. Ici, comme en toute chose, un homme en uniforme leur crie dessus: mouillez-vous, savonnez-vous, rincez-vous, séchez-vous, comme pour leur rafraîchir la mémoire. Ils font tout à la hâte et mal. Beaucoup ne peuvent pas suivre la vitesse du rite. Ils protestent en vain. Pourquoi donc s'en occupent-ils et les gardent-ils avec autant de soin et un tel luxe d'effort? Je ne comprends toujours pas la raison de tant de faste et de dépenses. Je me console en pensant que je ne suis pas le seul dans ce cas. Le capitaine d'information lui-même a dit au chef de la caserne 34 aujourd'hui: 95% sont ici parce qu'ils ont été arrêtés dans un moment de folie. Et quand je lui ai demandé s'il y avait à cela un remède, il a haussé les épaules, ouvert les bras et a dit: c'est la guerre, la pagaille. Donc, je trouve que vraiment dans cet extrait, la façon dont il décrit les corps des internés du camp famélique, qui vieillissent à vitesse accélérée, qui évoquent pour nous tous maintenant des images qu'on a en tête de survivants de camps de concentration, ce qu'il présente comme un rite d'hygiène, c'est-à-dire une douche collective qu'on imagine vraiment dans alors le terme de barraca, là, il est dur à traduire. Enfin, c'était en fait des baraquements que parfois les prisonniers avaient même construits, comme dans les camps d'Argelès, donc arrosés au jet, sous les ordres constants des gardes du camp. Et du coup,
description absolument macabre, passer par le filtre de la naïveté du corbeau qui pense qu'il s'agit là d'un rite collectif et que les internés sont particulièrement soignés et choyés. Ils s'interrogent sur les raisons d'un tel luxe de soins. Je trouve que cette ironie sur la description des prisonniers, elle est vraiment, un procédé qui est salvateur à l'heure d'aborder la réalité de ce qui a été pour l'auteur un vécu. Donc, bon, évidemment, avec l'ensemble des points qui sont soumis à la considération, il y en a qui traitent de l'être humain en général, de la poésie, de la logique ou des espadrilles, et d'autres qui sont plus spécifiquement, disons, des critiques sociales, comme cet autre extrait. Si j'ai encore 4 minutes, c'est merveilleux. Avec cet autre extrait que je vous propose en fait de vous traduire directement. Une fois de plus, je suis confrontée à l'impossibilité d'expliquer l'un des fondements de la société humaine. Comment un corbeau peut-il comprendre qu'un autre corbeau vaille plus ou moins que lui, étant lui-même un corbeau? Tous les corbeaux sont noirs, et voilà tout. Les hommes, pour qu'il n'y ait pas de doute, portent des signes extérieurs de leur rang. Ce qu'ils valent est fonction de leur galon, et dû à leur galon. Le ton de la voix varie en fonction des galons. Les internés n'en ont pas. Ceux qui ont le plus de galons commandent à ceux qui en ont moins, et ces derniers commandent à ceux qui n'en ont pas. Ainsi, de haut en bas, ils évacuent leur colère. Le général à colonel, de colonel à commandant, de commandant à capitaine, de capitaine à lieutenant, de lieutenant à sergent, de sergent à caporal et de caporal à soldat. Or, le soldat allemand commande au général français, comme on l'a déjà dit, et tous commandent aux internés pour qu'ils l'apprennent s'ils ne le savent pas déjà. Mais c'est toujours bon de les tabasser. Et ça, on les tabasse. Donc là encore, cette ingénuité du corbeau face à ces procédures et à ces modes d'organisation sociaux qu'il juge propres au genre humain en général, sont une description assez grinçante de la hiérarchie militaire qui peut régner dans ces camps et dans les phénomènes de guerre. Ce qui du coup moi m'apparaît vraiment comme la force de ce texte, de la littérature de Max Aub en général, c'est cette cette pratique de l'ironie et de l'humour qui sont bien souvent, je pense, des techniques de survie déjà, pour commencer, pour ceux qui ont traversé ces expériences, des procédés de mise à distance, donc de métabolisation aussi, je pense, psychique de ces phénomènes, de leur transmission, et donc de permettre vraiment par effet de catharsis la transmission de ces expériences aux lecteurs. Mais le constat, malgré tout, qui ressort de cette lecture, il n'est pas si drôle, il n'est pas si cocasse, il est même particulièrement tragique, puisqu'il laisse quand même penser que ce qui se passe dans ces camps de concentration, ce qui se passe en temps de guerre, ces pratiques génocidaires, d'incarcération, de répression en général, ne constituent pas comme la modernité ou la postmodernité l'a cru, des sortes d'expériences limites qui sont au-delà des frontières de la raison et qui doivent être considérées comme un petit peu son contrepoint, mais qui sont en réalité la substance même de l'organisation des sociétés humaines et à travers l'extrapolation que fait le corbeau de ce qu'il voit dans le camp à l'ensemble des sociétés humaines, on peut s'interroger effectivement sur on pourrait en conclure par vraiment une anthropologie pessimiste, dont
finalement, l'humour et la distanciation est la seule consolation. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation, et je trouve que le corpus qui a été constitué aujourd'hui est extrêmement parlant, deux tonalités stylistiques opposées a priori, d'un côté les larmes, de l'autre côté le rire, d'un côté la lamentation ou la déploration, de l'autre côté l'ironie. Et on peut se demander si, au-delà de cette divergence apparente au niveau stylistique, les deux stratégies d'écriture ne répondent-elles pas à la même fonction, à savoir approcher ce qui est en excès dans le vivant, dans le réel, et que pour approcher ce qui est en excès, les larmes ou le rire sont des stratégies adaptées. Alors j'aimerais donc sur cette question, j'aimerais vous interpeller, d'abord vous, Béatrice Gonzalez-Vangel, et en vous demandant aussi de réagir à l'écoute de la présentation d'Ève sur Max Raub. Oui, je trouve que cette approche, approcher ce qui est en excès, tout à fait. Lorsque Ève parlait de Max Raub, je pensais plutôt à à l'art sur en fait l'enfermement concentrationnaire ou La Vita è Bella par exemple, le film. Voilà, et j'ai oublié la question en fait. Désolée. Non, c'était approcher l'excès, que d'une certaine manière, aussi bien le tragique que l'humour sont des stratégies qui permettent d'approcher l'excès, alors que disons la véridicité, essayer de parler vrai, peine à justement traduire cet excès-là. Oui, tout à fait. Et je pense que dans le cas de Gruffius, il reste complètement lui-même finalement, malgré toute cette mise en scène, cette codification de l'écrit. Il reste dans cette attitude protestante d'humilité, de retrait, de mesure, alors que il est dans l'excès par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ce qu'il écrit, et que oui, ça correspond tout à fait à ça. C'est vrai que la codification de l'écrit m'a semblé démultiplier l'expression finalement, et que cette forme courte du sonnet est d'autant plus apte à recueillir cet excès, cette souffrance immense, qu'il va décrire dans d'autres passages et dans d'autres poèmes. Il est vrai que en littérature, la contrainte ou la restriction permet justement, de manière antiphrastique, d'exprimer ce qui est en excès. Et tout d'un coup m'apparaît que dans l'ouvrage de Max Raub dont a traité Ève, il y a également cette codification, cette normativité du discours académique. Enfin, je pense à un rapport pour une académie de Kafka, ce discours et puis ses chapitres, etc. Me permettent aussi, je crois, participent de cette codification. Ève, donc je vous pose cette même question. Est-ce que d'après vous, l'humour de Max Raub lui sert à pouvoir approcher ce qui est en excès dans le réel, et également comment avez-vous réagi à la découverte du sonnet de Gropius? Alors, le premier constat, c'est que effectivement ce traumatisme, cet excès de réalité, cet extrait de brutalité du réel, il est durable. Et là, moi, le récit de Max Raub, c'est un récit qui est écrit 10 ans après, qui est en 49, qui est remanié, qui est publié en 55. Et qui est réédité en Espagne pour la première fois en 99. Donc il y a vraiment une métabolisation qui est lente pour lui, et cette expérience, il ne l'a pas seulement
conté sous forme de nouvelles, avec par exemple ici cette mise à distance via la parodie d'un écrit scientifique. Il l'a relaté au théâtre, il l'a relaté dans des romans, dans des scénarios de films. Donc il y a effectivement une série de moyens littéraires dont la parodie, l'humour, le sarcasme et l'ironie ne sont qu'un exemple, mais il y a toujours dans toutes ces œuvres systématiquement un procédé ou un autre de mise à distance. Alors là, pour le coup, l'excès, par exemple, il est traité par l'excès souvent, c'est-à-dire par exemple de longues énumérations, des énumérations de beaucoup de substantifs qui tendent à chosifier, donc des descriptions qui vont plastiquement dans le langage chosifier les êtres humains qui sont considérés. Donc il y a une retranscription de la déshumanisation qui est vécue par ces personnes dans les camps. Vraiment dans la langue. Il y a tout un tas d'autres procédés qui sont au-delà de stratégies pour supporter l'intensité de ce vécu donc excédentaire, qui sont quand même chez Max Aub, qui est un intellectuel quand même très assez puissant, une tentative de comprendre ce mal humain. Il a dédié sa vie entière à cette tragédie historique, cette grande césure. Et donc, c'est quand même aussi des outils de survie, mais aussi de compréhension et des mises en garde qui sont pour moi toujours valables. Par rapport à un sonnet baroque comme celui qu'on a découvert tout à l'heure, quelle est votre réaction? Est-ce que vous, à partir de cet horizon-là, donc on parle de la guerre d'Espagne et puis du nazisme, du fascisme, franquisme, etc. Est-ce que malgré tout ce sonnet du XVIIe siècle qui parle d'une toute autre réalité vous semble pouvoir rentrer en résonance avec une œuvre comme celle de Max Aub? Alors, tout à fait. Alors, moi, j'ai été frappée dans ce poème. Alors, je ne suis pas du tout germanophone, déjà par les sonorités. Quelque chose qui m'a vraiment puesto los pelos de punta, la piel de gallina. Je trouve qu'il y a vraiment une grande force. Alors, peut-être que c'est des idées que je me fais, mais je trouve vraiment une adéquation entre les aspects phoniques et le contenu du texte. Et pour moi, bien sûr, il résonne aussi avec toute la poésie de la guerre civile. C'était l'autre choix que j'avais pour présenter quelque chose aujourd'hui, évidemment. On a parlé d'Antonio Machado, mais Rafael Alberti, par exemple, même García Lorca, qui a traité ce genre de choses dans une veine surréaliste. J'avais pensé également à ça, un texte où il y a une sorte de refrain obsessionnel qui dit « Abajo la guerra imperialista », à bas la guerre impérialiste, et qui convoque des images complètement dantesques de dictateurs qui dansent des danses macabres avec le pape orné de couvre-chef invraisemblables et dans vraiment une espèce des espèces de scènes apocalyptiques. On est dans quelque chose de très baroque aussi, mais formellement complètement différent. Mais on a aussi un retour à la poésie classique et notamment à toutes les formes de transmission orale du romance, qui va utiliser là pour le coup des syntaxes très simples et beaucoup plus cette sobriété qu'on a vu dans ce poème, des mots bruts, quelque chose de très sonore, qui s'imprime dans la mémoire auditive. Dans les deux textes, ce qui est frappant aussi, c'est que alors que ces deux textes, dans leur genèse, sont ancrés dans une réalité historique très très précise, dramatique, tragique, les deux textes semblent s'en détacher. Est-ce qu'il n'y a pas une trahison de la littérature par rapport à la responsabilité que la conscience humaine doit éprouver par rapport à une réalité historique? Béatrice González-Vangel, on a dans le poème de Gropius une espèce de résonance biblique, la vallée des larmes. Enfin, il y a toute une phraséologie, toute une dramaturgie où on sent le discours religieux. Est-ce que d'une certaine manière, ce n'est pas aussi une trahison de la souffrance humaine? C'est une question intéressante. Moi, en fait, je l'ai pas du tout lu de cette manière-là. Je le connais depuis de nombreuses années. J'ai fait toute une étude
sur la poésie de Gruffius. Je pense, pendant que Ève parlait, je réfléchissais, l'image m'est venue qu'en fait, c'est intéressant ce rapport à la réalité, parce que je me dis que si je n'avais pas rencontré Oksana et Olga, qui m'ont parlé, enfin, au-delà des mots qu'elles pouvaient employer pour témoigner de leur expérience des premiers jours de guerre en Ukraine, de leur départ, de leur ville, je pense que j'aurais pas choisi ce poème-là. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que finalement, pour moi, leur témoignage a résonné dans ce poème du XVIIe siècle, parce que, alors j'essaie de l'expliquer rétrospectivement, mais parce que il a peut-être sa dimension biblique, peut-être, mais il a aussi quelque chose de profondément humain, parce qu'il parle des corps, il parle de la pierre, il parle du feu. Il parle de la peste. Hein, on est encore dans un épisode de Covid, et donc il y a une actualité finalement, non pas politique, géopolitique, militaire, mais il y a une actualité de cette conditio humana, comme Gruffius l'a nommé, c'est-à-dire que finalement, nos civilisations ont cru pouvoir s'éloigner de la barbarie, de la brutalité, de la violence. Et finalement, à l'aube de ce 21e siècle, nous vivons, bon, pas la peste, mais nous vivons le Covid, et nous vivons une guerre au sein de l'Europe. Et il faut se rappeler que la guerre de 30 ans, c'est vraiment une guerre qui va déchirer toute l'Europe et qui va avoir des conséquences durables sur la formation des nations beaucoup plus tard, sur une formation intellectuelle influencée par la, la religion, les religions en Europe, et que on le sent déjà aujourd'hui. On sait que le conflit de la Russie contre l'Europe, on sait que ça a changé notre perspective aussi sur nous-mêmes, le regard qu'on peut porter sur nous-mêmes, sur les accords franco-allemands qui ont su préserver la paix pendant des décennies, par l'élargissement de l'Europe, que l'on pensait vraiment être le garant de la paix en Europe. Et donc, c'est vrai que cette réalité me semble au contraire être mise en lumière par l'histoire de l'Europe et l'histoire de la formation justement des entités culturelles et religieuses au sein de l'Europe. Je précise que les Olga et Oksana font référence à Olga Gold et Oksana Shostak, deux universitaires ukrainiennes que notre UFR a accueillis dans le cadre du programme PAUSE et qui ont participé aux deux séminaires solidaires précédents. Ève, je voulais vous poser donc cette même question. Il y a une stratégie de distanciation chez Max Aub, en tout cas dans ce texte-ci, la figure animale qui vient. Et ce qui est intéressant, c'est que, à la différence, par exemple, de Maus, de Spiegelman, là, il y a véritablement la division entre l'animal qui conserverait une espèce de sagesse humaine, alors que les humains, eux, sombrent dans une espèce de barbarie animale, pour reprendre des distinctions archaïques. Cette distanciation-là, est-ce qu'elle n'est pas, d'une certaine manière, coupable d'écarter la réalité politico-historique de ce qui s'est passé dans ces camps? Non, à mon sens, non. Pour ce qui concerne ce texte en particulier, je détache une ligne de ce que vient de dire ma collègue, c'est-à-dire finalement ce qui ressort de la lecture, c'est vraiment à travers ce procédé d'animalisation ou de déshumanisation des corps, c'est justement leur corporéité qui ressort d'autant mieux et d'autant plus. Et c'est en fait justement le vecteur de l'empathie possible avec ces internés du camp. Donc pour moi, c'est
ça reste. Alors, il y a une compréhension, comment dire, lorsque le corbeau, par exemple, dit je ne peux pas concevoir qu'un nous, corbeaux, étant corbeau, je ne peux pas concevoir qu'un autre corbeau soit plus ou moins corbeau que moi. Comment cela est-il possible chez les hommes? Donc, ça permet, en fait, par une espèce de raisonnement par l'absurde, la prise de conscience de certaines choses et par ces descriptifs, voilà, qui passent par la corporéité, d'avoir aussi une empathie émotionnelle. Donc, et puis, il y a aussi le fait que l'œuvre entière de Max Aub soit consacrée à l'Espagne, qu'il n'ait jamais cessé de s'adresser aux Espagnols, que c'est vraiment le paradigme de l'écrivain engagé et qu'il a fait porter par la bouche de ses personnages, notamment dans ses textes dramaturgiques, vraiment des propos extrêmement clairs. Hein. Quand il décrit, il y a un texte de 68 où il décrit encore ces Espagnols brisés, vaincus, blessés, à moitié morts, qui espèrent encore pouvoir s'échapper. Les seuls qui se sont vraiment levés avec rien dans les mains contre le fascisme, ces Espagnols brisés sont, et le personnage s'adresse à son fils, ce qu'il y a de meilleur au monde. Ce n'est pas beau, mais c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Et dans voilà, cet extrait, le personnage voilà, dit à son fils qu'il y a cette leçon et qui passe vraiment par comment dire, que l'on peut retenir dès lors qu'on est capable de s'identifier aussi à ceux qui vivent la tragédie là, ici, à nos portes, ceux qui l'ont vécu il y a plusieurs siècles, parce que c'est ça qui nous relie en vérité dans ces affaires-là. Bon, ce qui ne nous donne pas les clés politiques pour résoudre le problème, mais c'est une autre question. Je suis heureux que vous ayez choisi Max Aub, qui est un écrivain immense et qui n'a peut-être pas la place qu'il mérite dans notre horizon littéraire européen. En quoi, par exemple, le texte que vous nous avez lu, en quoi est-il espagnol? Je veux dire, en quoi fait-il partie de la littérature espagnole? Est-ce qu'il est possible d'y reconnaître des traits scripturaires, entre guillemets, typiquement, enfin, qui relèvent de la littérature espagnole? En d'autres termes, est-ce que ce texte aurait-il pu être écrit dans une autre langue? Alors, c'est une belle question. Il y a une série de c'est vraiment une question piégeuse. Alors ça, c'est toute la question. Est-ce qu'il peut même être traduit correctement? Non. Étant donné, par exemple, les difficultés qui sont celles du traducteur avec Max Aub, qui est, quand on le lit, limpide, et quand on le traduit, vraiment, enfin, complexe, montre qu'il y a quand même une spécificité de cette expression en espagnol. En plus, il va vraiment la cultiver puisqu'il est exilé dans un pays hispanophone, au Mexique, mais il s'est toujours lui-même considéré comme un écrivain espagnol, s'adressant aux Espagnols, même si eux ne le lisaient pas, et il a du coup cultivé et joué avec toutes ces tournures de langue qui sont spécifiques à la péninsule et leur contraste avec le parler mexicain, même en ce qui concerne les intonations, l'accentuation. Hein, il y a des particularités, le th et la jota espagnol qui sont très marquées et qui heurtent la sensibilité des Mexicains. Donc avec ça, par exemple, il introduit toute une réflexion sur, en vérité, les fantasmes de domination post-coloniale des Espagnols qui débarquaient aussi un petit peu au Mexique avec une certaine forme de supériorité. Donc il y a, voilà, par le biais de la langue, il réussit à aussi aborder ces phénomènes-là. Donc oui, je pense que c'est spécifiquement espagnol. Je me demande, mais ça serait une autre interrogation. Beaucoup d'écrivains et d'artistes allemands, juifs allemands, ont également été réfugiés au Mexique. Enfin, je pense à Anna Zegers, par exemple. Et je me demande si, pour Max Aub, quel était le lien avec ces autres réfugiés-là, lui qui était hispanophone, etc. Mais ça nous amènerait trop loin. Mais là, il y a une question à creuser. Béatrice González-Vongel, la même question. Est-ce que le sonnet de Gropius appartient profondément, radicalement à la littérature allemande, non seulement parce qu'il date du XVIIe siècle et qui donc il est d'une certaine manière canonisé, mais est-ce qu'il y a en lui quelque chose qui relève précisément d'une esthétique de la germanité et que la force du poème tient à cette esthétique-là? Alors,
En fait, on peut voir en Gruffius de nombreux personnages. Gruffius était un personnage politique, mais c'est aussi un savant et un grand intellectuel européen. Il a visité la bibliothèque de Richelieu. Il est resté longtemps en Italie. Et donc il y a un engagement politique qui se fait à la fin de sa vie, puisqu'il a des responsabilités politiques. Mais cet engagement se sent aussi déjà dans ses poèmes. Et quel est cet engagement-là? C'est celui d'un intellectuel luthérien et qui va écrire en allemand. Donc, ce sont les premiers poèmes de langue allemande. Cette langue a beaucoup évolué depuis, mais finalement, il va sceller à la suite de Luther et d'autres comme Martin Opitz, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il va sceller par son écrit cette identité culturelle allemande qui est d'autant plus importante que les frontières de l'époque ont totalement changé. La Silésie n'appartient depuis longtemps, elle n'appartient plus à l'Allemagne, même si elle a été récupérée par l'Allemagne nazie, c'était une usurpation d'un territoire étranger. Donc finalement, lui, par un combat intellectuel, un combat de littéraire, il va fonder une identité nationale, confessionnelle, et donc il est difficile, bien sûr, ces poèmes se traduisent, mais ils sont intéressants à lire en version originale, justement parce que cette langue est encore à inventer, tout particulièrement lorsqu'il choisit la forme du sonnet. La forme du sonnet, elle n'est pas allemande, et la versification va être d'autant plus difficile qu'elle est complètement impossible en allemand. Donc, il va y avoir un code de la versification qui va être inventé pour s'adapter à la langue allemande. C'est pas du tout comme dans les langues latines, il va falloir trouver un accent. Donc, il y a une lecture que je vous ai épargnée parce qu'elle aurait été un peu laborieuse, mais une lecture très particulière pour constituer un sonnet. Voilà, donc je pense que c'est une apparition première de ce que pouvait être l'allemand à sa naissance finalement, la langue allemande à sa naissance. Il est très important, je crois, de ne jamais oublier ces considérations qui permettent à la fois de aborder la littérature comme une langue universelle, si j'ose dire, permettant le dialogue dont nous avons parlé initialement, et en même temps cet espace culturel dans lequel des territoires sont délimités. Et donc, je crois que la littérature, c'est à la fois cette possibilité du particularisme et de l'universel. Nous avons quelques secondes pour encore prendre une question. Si parmi les participantes, les participants, le désir d'une question ou d'un commentaire est là. Non, rien n'apparaît sur mon écran. Bien, dans ce cas-là, nous allons conclure. Je remercie sincèrement nos deux participantes, Béatrice Gonzalez-Vangel, Ève Fourmont-Justiniani. Ce séminaire solidaire a été enregistré. Vous pourrez le revisionner sur la chaîne YouTube de l'UFR ALCH d'Aix-Marseille Université, et je vous donne rendez-vous au prochain séminaire.